Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur Dash Média, Dash Télévision et Dash Radio. Ce dimanche, le 25 janvier 2026, c'est un nouveau chapitre du Dash Talk qui s'ouvre. On va prendre une légère pause, le temps de permettre à nos invités de prendre place et on se retrouve juste après. Sans plus tarder, on va prendre le premier arrêt de ce programme avant de présenter justement les invités qui sont déjà avec nous sur ce plateau. C'est le sommaire, une présentation de Jean-Marie Onambeli. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de Dash Talk. Au sommaire, le Cameroun célèbre cette année les 30 ans de sa constitution actuelle promulguée le 18 janvier 1996, marquant une étape importante avec l'instauration d'une décentralisation et d'une démocratisation plus poussée après des versions précédentes de 1960, 1961, 1972 et plusieurs révisions, notamment celle de 2008, renforçant les libertés fondamentales et le caractère républicain de l'État. Une révision majeure de 2008 qui a aussi renforcé le pouvoir du président de la République. La Constitution de 1996 a prévu la création d'institutions clés comme le Sénat, les conseils régionaux et le Conseil constitutionnel. Bien que révisée en 2008, la structure de 1996 demeure la base de la loi fondamentale camerounaise qui reconnaît les deux langues officielles, le français et l'anglais, et protège les droits humains. En 2026, on célèbre donc les 30 ans de cette constitution qui a structuré le Cameroun moderne avec ses avancées et des débats qu'elle continue de susciter sur l'équilibre des pouvoirs et la démocratie. Après 30 ans d'usage, certains experts songent à une révision de cette constitution pour s'arrimer à l'ère du temps. Constitution camerounaise de 1996, où en est-on 30 ans après? Tentative de réponse dans Dash Talk. Depuis le début de l'année 2026, le port autonome de Douala-Bonabéry est confronté à une situation d'instabilité administrative liée à la mise en œuvre du nouveau dispositif de scanning des marchandises. Alors que l'autorité portuaire a officiellement confié les opérations de scanning non inclusif à Transatlantic SA à compter du 1er janvier 2026, certaines administrations ont continué d'appliquer les anciennes procédures associées à l'opérateur sortant. Cette mesure de basculement est présentée comme un mécanisme de protection des opérateurs économiques. Le port autonome de Douala précise que seul le paiement exigible et valide est celui effectué auprès de Transatlantic SA depuis le début de cette année. La direction générale du port autonome affirme sa volonté d'éviter tout risque de double facturation des frais de scanning aux chargeurs. La réforme institue ainsi un interlocuteur unique pour le règlement des prestations de contrôle, un préalable essentiel à la lisibilité et à la transparence des coûts de passage portuaire. Dans cet imbroglio et bras de fer, l'arbitrage de la présidence de la République visant à mettre fin à cet imbroglio administratif embarrassant et potentiellement préjudiciable aux usagers a été enclenché. Le secrétaire général de la présidence de la République a convoqué ce 21 janvier 2026 une réunion relative aux difficultés liées au scanning des marchandises au port autonome de Douala. Aucune information officielle n'a filtré jusqu'à présent sur les conclusions de cette rencontre. Port autonome de Douala, qui veut et qui doit scanner. Tentative de réponse avec Armenga et ses invités dans cette nouvelle édition de Dash Talk. Bonne émission. Et bien voilà, avec nous sur ce plateau, Maître Dieudonné Tédissé. Ça vaut la peine de vous présenter en tant que maître, président national du PC. Bonjour et bienvenue. Bonjour. PDC, ça vous étonne? PDC. Vous savez, ce sigle dérange beaucoup les Camerounais qui ne comprennent pas pourquoi il y a jusqu'à 5 lettres. Pourquoi justement? Oui, parce que vous voyez, dans la symbolique des chiffres, il y a quelque chose d'important. Bonjour à vos téléspectateurs. Bonjour à votre top management. Merci pour l'invitation. Je voudrais, pour ma première prise de parole, indiquer que si le Cameroun a tout perdu, il y a quelque chose d'essentiel qui reste et qui ne finira jamais. Notre camerounité, notre patriotisme. Et félicitations au directeur général du port autonome de Douala, qui a compris que
on ne peut pas être protégé par les autres. On doit se protéger soi-même. On doit contrôler ce qui entre dans notre ventre. Ce n'est pas les autres qui doivent contrôler. Voilà. Très bien. Alors, en face de vous, Etienne Sirfrid Sintat, vous êtes secrétaire général du Parti républicain du peuple camerounais. C'est une première avec vous. Bonjour et bienvenue. Bonjour Armel, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à mon copanéliste, bonjour à tous les militants du PRPC, le Parti des Républicains et Patriotes camerounais que je représente ici actuellement. Donc, c'est la première fois exactement comme vous avez dit sur votre chaîne de télé. Je suis par contre tout le temps avec Mijo Namélé à la radio. Très bien. Alors on espère que ça va se poursuivre, la collaboration qui a commencé ce dimanche. Alors on prend sans plus tarder le second arrêt de ce programme. C'est la revue de la presse. Lui, il a lu pour nous les grandes unes, les parutions de cette semaine. C'est Cédric Tachago dans la revue de la presse. Bonjour. Dans la presse cette semaine, l'insalubrité à Yaoundé. Pour Éco-Santé, Paul Atangandji force le passage pour nettoyer la capitale. Le MINAT a décidé de prendre le taureau par les cornes devant l'asphyxie de la capitale par les ordures ménagères. Face à une mission pourtant dévaluée au ministère de l'Habitat, le patron de la territoriale a décidé d'agir. Mais devant l'insalubrité ambiante dans nos cités, Actu Info se demande si Paul Atangandji peut ramener l'ordre dans les mœurs. Un énorme challenge, comme ceux qui attendent le gouvernement annoncé par Paul Biya. À propos, la nouvelle expression indique que le GECAM a lancé un appel pour un gouvernement d'action et de restauration de la confiance. Le patronat camerounais invite Paul Biya à agir au lendemain de l'élection présidentielle. Sur le sujet, la météo souligne que le GECAM met la pression sur le chef de l'État. Pour le tri hebdomadaire, la lettre ouverte signée le 19 janvier par Célestin Tawamba résonne comme une interpellation pour l'amélioration du climat des affaires. Une amélioration qui doit se faire sans les délestages. Autre alerte du groupement des entreprises du Cameroun, Commutation relaie cette semaine. Le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundou Essomba, était au GECAM à Douala pour expliquer pourquoi le phénomène persiste. Le déséquilibre financier est pointé du doigt. Un projet baptisé Compact énergétique en guise de solution en ce début d'année. La question du franc CFA était en vitrine dans le journal Défi Actuel. Après des rumeurs de dévaluation, Yvon Sana-Bangui, le gouverneur de la BEAC, a tenu à apporter un démenti ferme. La monnaie reste solide et aucun ajustement n'est à l'ordre du jour, a-t-il tenu à faire savoir. Mais la santé économique et financière n'est pas des plus reluisantes en Afrique centrale. Le quotidien L'économie justement donne les détails de la session extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC. Réunis au Congo-Brazzaville, ils ont tablé sur la relance et adopté un train de mesures. En bonne place, la poursuite des programmes économiques avec le Fonds monétaire international. Le Messager revient cette semaine sur un triste anniversaire. Il y a 3 ans, Martinez Zogo perdait la vie suite à un assassinat effroyable. Jusqu'à ce jour, le départ du célèbre animateur laisse en suspens une question fondamentale. Où sont les coupables ? L'instruction judiciaire piétine encore, des ondes d'ombre peinent à se dissiper. Le quotidien Émergence revient cette semaine sur un anniversaire douloureux. Il y a 10 ans, les premières étincelles de la crise anglophone jaillissaient au nord-ouest et au sud-ouest du pays. Même si l'intensité a baissé d'un cran, le conflit reste permanent, constate le journal qui effectue une chronologie des faits. Le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune, quant à lui, revient cette semaine sur un anniversaire politique. La constitution camerounaise a 30 ans, fruit d'un consensus entre les forces politiques et sociales. Selon le journal, le texte consacre une société libérale et démocratique. 3 décennies plus tard, toutes les institutions sont fonctionnelles, même si le débat demeure sur la révision de certains aspects. Revue de la presse, Stop F1, bon dimanche. Eh bien, de retour sur ce plateau, Cédric Tachago, on vous retrouve avec le même plaisir, ce sera dimanche prochain. Alors, Dieudonné Tédissé, on continue de parler en 2026 du problème d'eau et puis la Communautaire qui annonce justement de nouveaux branchements pour alimenter les populations et pourtant le problème reste, il est réel.
Le problème reste, il est réel. On a comme l'impression que le top management de Camwater n'a pas pris la mesure de la chose. Voyez-vous, aujourd'hui, pour un pays qui a 58 départements, 42 qui portent le nom d'un fleuve, Vouri, Nkam, Onkam, Djaelobor, Bumba Ngoko, Faro Edeo. Et pour le cas de Faro Edeo, je vous dis que la fontaine fonctionne en clignotant. Donc, il est important aujourd'hui pour Camwater, puisqu'il s'agit de cette entreprise, d'innover et de travailler en synergie. Parce que, voyez-vous, quand il y a des problèmes d'eau, on voit la Camwater. Pourtant, vous avez les collectivités territoriales décentralisées. Vous avez le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Vous avez le MINDEVEL, les collectivités territoriales décentralisées et le MINDU, qui sont censés délivrer les permis de bâtir et les permis d'implantation. Vous avez le ministère du Domaine et des Affaires foncières, qui devrait travailler en synergie avec le MINDU pour faire le plan directeur des villes et villages du Cameroun. Parce que, voyez-vous, Muriel, Armel, il se trouve que dans la dynamique, ce sont les routes qui viennent trouver les maisons et non pas les maisons qui viennent trouver les routes. Donc aujourd'hui, le problème d'eau, si on l'appréhende de façon isolée, on ne comprendra pas pourquoi c'est tant difficile. Il faut que tous ces sectoriels travaillent en synergie à l'effet que, avant qu'on implante une maison, que le plan directeur a indiqué le réseau d'eau. Parce que vous parlez de Camwater. Je voudrais vous indiquer par exemple qu'il y a quelque chose qui est une incongruité camerounaise. Comment se fait-il qu'on aille capter du côté de la Sanaga à Bachenga de l'eau, mais les pipes traversent Bachenga au Bala pour venir jusqu'à Komutu, pour la station de traitement. Alors que là où on a capté l'eau, la station n'est pas sur place. Bref, il faut que nous essayions de nous adapter avec les réalités de notre temps et comprendre que le meilleur moyen de s'inscrire dans la longévité, dans la mémoire collective, c'est de laisser un héritage. Camwater peut faire mieux, parce que quand vous parlez de la question d'eau, allez dans le maillot d'Anaï, le maillot Kani, vous avez le lac de Maga, qui, en saison de pluie, crée les inondations. Camwater pourrait, par exemple, en résolvant le problème de l'eau dans cette zone, capter le lac de Maga pour produire suffisamment de blé, du maïs, du riz, de façon à ce que nous ne soyons plus en train d'être des éternels importateurs pour remplir la politique d'import-substitution. Donc aujourd'hui, le problème d'eau doit être adressé de façon globale. Et pendant qu'on parle de Camwater, est-ce que Camwater a compris que les grandes entreprises de sa taille peuvent créer une école dans le domaine de génie sidérurgique, métallurgique, pour fabriquer les pipes aptes à transporter de l'eau? Ils sont à importer en termes de milliards de francs CFA, des tuyaux, des pipes et tout le nécessaire qu'ils utilisent dans leur domaine. Pourtant, avec le dispositif minier que nous avons au Cameroun, nous pourrons par exemple créer une école efficace et faire que désormais, au lieu qu'on soit en train d'attendre que le bateau arrive avec les pipes, on produit sur place et en retour, on rattrape la croissance démographique et l'urbanisation qui va plus vite que la politique gouvernementale. Et sur ce point particulier, ça fera que la société d'électricité pourra fournir de l'énergie à l'école, l'école créera des emplois, et bref, la Camwater va se retrouver à être une vraie société. Le directeur général fait ce qu'il peut faire à son niveau, parce que voyez-vous, Armel, au Cameroun, il y a trop de pesanteurs, parce que c'est parfois la guerre des lobbies, qui ont des intérêts sur l'importation, qui ont des rétro-commissions, qui peuvent retarder le plan d'occupation rationnelle du réseau urbain.
Voilà ce que je peux dire à cet effet. Très bien. Alors, Étienne Siegfried Sintat, on parle d'eau, on parle également d'électricité. Et le Cameroun, lui, malgré le fait qu'il soit doté de ce fort potentiel hydroélectrique et solaire, peine à électrifier justement l'ensemble de son territoire. On parle d'environ 60 à 71% seulement. On a également le même problème en ce qui concerne l'électricité. Oui, exactement. C'est le même souci qu'on a dans notre pays. Tout simplement parce qu'il n'y a pas une volonté politique de notre gouvernement. Et même s'il y a cette volonté, qui est là pour mettre cette politique-là en place? C'est ça le véritable problème. Si vous revenez sur le problème d'eau, le problème n'est pas trop les sources de captage d'eau. Même la simple distribution dans nos villes est un véritable problème. Moi, je vais vous prendre un exemple. Je suis à Japoma. Et la grande partie de l'eau qui alimente Douala vient de Japoma. Et je vous assure, dans tous les quartiers là-bas, vous allez parcourir, dans toute la zone là, les gens utilisent le forage. Vous n'allez pas expliquer le fait que l'eau vienne de Japoma et que les populations qui sont dans cette localité-là ne puissent pas bénéficier de l'eau qui est produite dans leur propre localité. C'est ça le véritable problème. Et c'est pourquoi, c'est tout simplement parce que ceux qui sont nommés à ces postes-là ne maîtrisent pas les réalités du territoire. Lorsqu'on prend un individu qui a fait toutes ses études à l'étranger et qu'on le met à la tête d'une entreprise et que les problèmes sociaux ne sont pas connus, il n'a pas vécu ce que vivent les populations, c'est ça le véritable problème. Donc, on ne peut pas se trouver au niveau où, pour résoudre le problème d'eau dans nos métropoles, qu'on pense aux compteurs. Bien. On dit on a peut-être 50 000, 2 millions de compteurs, mais qu'est-ce qu'on a fait pour la distribution? Vous ne pouvez pas aller placer un compteur là où il n'y a pas d'eau. La simple distribution est un problème. Vous avez dans notre quartier là, je vous dis à Japoma, aucun tuyau d'eau ne passe. Mais s'il y a 50 000 compteurs maintenant ici à la délégation régionale du littoral, le responsable régional va les placer où? Est-ce que les gens iront acheter les compteurs et aller les placer eux-mêmes à la maison? À la Sonnelle, par exemple, les Camerounais sont débrouillés comme ils pouvaient pour eux-mêmes tirer les fils de courant dans leur domicile. Mais il faut comprendre que les Camerounais sont devenus tous électriciens actuellement. Tous sont électriciens. C'est chacun qui sait qu'il y a une phase et une autre qu'il faut tirer, mettre à la maison, c'est fini. Avec ou sans compteur, au point que ce que Eneo a commencé à faire, c'est d'aller avec les campagnes de fraude ou certaines promotions pour aller placer les compteurs là où les individus ont déjà placé le courant dans les domiciles. Ça veut dire qu'il n'y a vraiment pas une politique à suivre. Moi, je ne rentre même pas au niveau des barrages et autres. Parce que même au niveau des barrages, moi, je vous dis, je le disais dans un média l'autre jour, j'ai travaillé avec une entreprise espagnole qui a dû suspendre les travaux pendant 2 ans à Yaoundé pour la construction des lits haute tension. Suspendre les travaux, pourquoi? Parce que il n'a pas été possible d'effectuer les travaux dans certaines localités. Les populations pour lesquelles il fallait indemniser n'ont pas pu respecter de l'argent. Pendant 2 années, l'entreprise a suspendu les travaux. Revenir 2 ans après, retrouver les mêmes problèmes. Qu'est-ce qu'il faut expliquer? On ne va même pas parler des barrages. Les barrages, c'est tout un autre problème. Le transport d'énergie, il y a le blocage à tous les niveaux. Donc, il n'y a pas de volonté politique. Les Camerounais eux-mêmes qui sont au sommet, là, qui sont nos dirigeants, ne maîtrisent même pas les besoins de leur population, ne maîtrisent pas les besoins. Donc chacun fait comme il veut, chacun travaille et se dit il faut que le temps passe et il reste tranquille. C'est ça le véritable problème. Donc résoudre le problème maintenant, c'est de revenir au niveau du sommet de l'État. Et comme on dit souvent au quartier, le poisson pourrit par la tête. Et si on commence par la tête, on remet maintenant les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Je pense qu'on va commencer à avoir le début de solution à tous ces problèmes. Le problème d'eau, le problème d'électricité. Ce n'est pas un problème miraculeux, ce n'est pas un problème d'argent au Cameroun, mais c'est un problème de volonté. Très bien. Alors avant de... allez-y. Avec votre permission, hein, relativement à ce qu'il a évoqué tout à l'heure, du point de vue du PCPDC, nous ne voyons pas pourquoi on doit avoir un directeur général d'Eneo, un directeur général de Camwater. On peut faire un consortium. Et pour le problème d'indemnisation auquel il fait allusion, il y a des analyses qui ont été faites à notre niveau qui permettent qu'on indemnise plus dont on utilise la terre pour passer. Oui. On fait plutôt qu'ils perçoivent des redevances éternelles pour l'utilisation de leur site. Ça fait qu'au lieu de débourser en un coup
10 millions en un coup, 100 millions de francs, parce que certaines autorités administratives et responsables vont avoir des retours commission. Le gars perçoit, par exemple, on fait l'évaluation de ce qu'on utilise sur sa zone. Oui. Et en retour, on lui reverse une redevance tous les mois, par exemple. Tous les mois. Quand vous parlez de la question de l'électricité, je reviens au problème de fond. Nous ne pouvons pas, de façon efficace, adresser ce problème si notre école n'est pas capable d'engager l'éducation dans le domaine de la sidérurgie, de la métallurgie, de la fabrication des turbines. Nous avons aujourd'hui au Cameroun, vous voyez la corrélation qui existe. Au Cameroun, aujourd'hui, nous avons 2440 établissements secondaires d'enseignement général, 791 établissements secondaires d'enseignement technique, 62 ENIEJ, 11 ENIET. Comment voulez-vous que Camouat, que ENEO soit capable de répondre efficacement à ce problème lorsque le système éducatif produit des cigales et non pas des fourmis? Donc, c'est un véritable problème qu'il faut appréhender de façon globale si on veut véritablement répondre à cette préoccupation. Voilà l'observation que je voulais faire à cet effet. Et pour chuter, vous avez aujourd'hui dans le sud-ouest le dam de Yorkais à Moyoka, le waterfall of Woom dans la Menchum. Pour le dam de Yorkais, il a fonctionné jusqu'à pratiquement les années 78. Et il fournissait l'électricité dans le sud-ouest, dans le nord-ouest, au Nigeria. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, dans le projet du Grand Inga, au Congo, vous, dans vos relations incestueuses avec les multinationales du désordre, vous décidez de plomber ce projet parce qu'il fallait produire l'énergie au Congo, traverser la zone Afrique centrale pour ravitailler le Nigeria? Ce sont des questions de haut niveau en termes de sécurité, je ne vais pas rentrer là-dedans ici, mais que les Camerounais qui nous écoutent comprennent que l'élection municipale et législative qui arrive, il faut remettre le Cameroun au bon timonier. Parce que si vous avez un mauvais timonier, le bateau va tanguer en mer et va finir par s'écraser sur les côtes. Très bien. Alors, c'est un problème qui a été un message qui est arrivé avant l'émission, c'était vendredi. Le monsieur demandait qu'on parle un peu de l'exploitation de l'or au Cameroun. Il disait que, justement, à l'est, là où il se trouve, il n'arrive pas à bénéficier. Pourtant, il a entendu parler de ce qu'on appelle l'ITI, la transparence des entreprises. Les populations ne bénéficient pas, justement, de l'exploitation de l'or. Un secteur également qui est plombé et qui a mal, justement, à son exploitation, Maître Tédissé. Bon, vous voyez, nous avons défendu beaucoup de dossiers dans la zone de Kambélé. Il se trouve que dans l'AKDI, dans le LOM Ngerem, beaucoup de nos compatriotes ont décidé de privatiser le Cameroun par prête-nom. Vous allez toujours vous rendre à l'évidence, et je le dis pour le regretter, que derrière chaque titre, il y a un ami de l'ami de X qui travaille à la présidence de la République, il y a un ami de l'ami de X qui travaille au ministère, et qui parfois ne sait rien de l'or. Ça a défrayé la chronique il y a quelques jours, où les gens ont déclaré 20 kilos d'or. Pourtant, on était pratiquement dans 15 tonnes. Et c'est d'ailleurs pourquoi je vous dis qu'il faut saluer les efforts du directeur général du port. On va arriver là tout à l'heure. Oui. Nous ne pouvons pas continuer à laisser notre pays dans la gadoue. Quand vous parlez de Kambélé, allez-y à Kambélé, vous trouverez, c'est une Silicon Valley, mais qui est cimetière de la mort. Parce que, en termes de respect des normes environnementales, parce que la loi de 2016 relative au code minier prévoit qu'une fois qu'il y a des excavations, vous devez faire le remblai. Mais comme on est rentré dans la politique du pollueur-payeur, une fois que les gars ont fait l'excavation, ils ont obtenu le minerai, ils referment. Et je vais par exemple vous dire que vous avez le chef de Tripano, à Batouri, qui a perdu pratiquement 2 à 3 étangs de poissons avec des grosses cellules parce qu'on utilise le mercure pour traiter de l'or. Bref, le ministère de l'Environnement, si ça existe au Cameroun, doit pouvoir se réveiller. Raison pour laquelle, pour adresser efficacement ce problème, il va falloir que nous puissions remettre, pour qu'on dissolve les ministères comme celui de l'Environnement, pour ramener ça dans l'agriculture, élevage, pêche, forêt et environnement,
pour qu'il y ait de l'efficacité. Parce que, voyez-vous, le problème que nous posons aujourd'hui va aux ans 2070-2100 provoquer un amenuisement de la nappe phréatique avec des risques de triangulation et d'affaissement du sol. Bon, quand vous allez poser ces problèmes, comme vous posez sur une thématique pareille aujourd'hui, on va vous dire que vous êtes les aboyeurs de la République. Pourtant, ce sont les aboyeurs, les whistleblowers, qui sont aptes à créer la sonnette d'alarme à l'effet de prévenir. Parce que, voyez-vous, il y a un proverbe Bouddha qui dit que celui qui n'entend pas bien les conseils finit par caler au sommet de la montagne. On a comme l'impression que les gens n'ont pas compris pourquoi le chien n'arrive pas à sortir sa queue. C'est parce que ces problèmes l'ont dépassé. Et les problèmes du Cameroun sont en train de dépasser ceux qui il faut céder la main. Très bien. Alors, on va commencer. Définitivement, il faudrait qu'on commence, à moins que vous n'ayez quelque chose à dire. Alors, on parle de la Constitution de 1996. Elle a eu 30 ans il y a juste quelques jours. Il y a dedans, on parle de la modernisation des institutions, on parle de la démocratisation de la vie politique, la décentralisation effective sont les principaux acquis justement de ce texte qui date de 1996. Amel, je ne vais pas emprunter le mot à la Pirot. C'est une constitution qui est constipée. Elle est constipée. La constitution de 1996 était le levier pour assurer une société apaisée, une transition contrôlée et un renouvellement de la classe politique. Vous aviez l'article 6, alinéa 2, qui prévoyait que le septennat, c'était renouvelable une seule fois. Yeah. Malheureusement, en 2008, les disciples du messianisme politique sont venus lever le verrou au prix de beaucoup de vies. Nous sommes au mois de février bientôt. La constitution d'aujourd'hui, celle qui a été révisée en 2008, est-ce que de façon évidente, on peut dire qu'elle remplit les aspirations des constitutions de 1996? Que non. Je voudrais, avec votre permission, vous lire par exemple le préambule. Le peuple camerounais, fier de sa diversité linguistique et culturelle, élément de sa personnalité nationale, qu'elle contribue à enrichir, mais profondément conscient de la nécessité impérieuse de parfaire son unité, proclame solennellement qu'il constitue une seule et même nation, engagée dans le même destin, et affirme sa volonté inébranlable de construire la patrie camerounaise sur la base de l'idéal de fraternité, de justice et de progrès. Amel, idéal de fraternité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que les Camerounais sont sensibles à la douleur des autres? Vous avez la crise du nord-ouest et du sud-ouest. Les gens disent que la crise est anglophone. Comme si cette partie du Cameroun n'était pas partie intégrante. L'idéal de justice. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez être dans une situation où vous réclamez que la justice vous soit rendue? Elle est rendue dans les meilleurs délais. Bref, on ne va pas passer le temps à faire comme la cigale. Oui. Nous préférons être des fourmis. Relativement à cette constitution, il est urgent de réformer pour que l'idéal de justice soit véritablement au cœur des Camerounais, que désormais le Conseil supérieur de la magistrature soit présidé par un magistrat élu par les magistrats du 1er au 4e grade hors échelle 2e groupe. Il faut enlever la justice entre les mains du politique. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui est président d'un parti politique qui nomme le président du Conseil supérieur de la magistrature, le secrétaire, qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature, ouais, et qui gère la carrière des magistrats. Et pour votre information, vous avez 4 promotions des magistrats qui sont au quartier. Certains vendent déjà les habits dans les marchés. D'autres sont même morts sans avoir exercé. Parce qu'il y a de l'inertie. Et cette inertie, il a dit tout à l'heure, le poisson commence à pourrir par la tête. Je ne vais pas dire que les collaborateurs du président sont responsables. C'est lui le commandant, c'est lui que les Camerounais connaissent. Les autres, c'est lui qui les a désignés. Donc aujourd'hui, par rapport à cette constitution, il est urgent pour l'avenir de réformer la justice de façon à ce que désormais les magistrats n'aient plus la pression ou l'épée de Damoclès sur les éventuelles affectations ou que leur carrière soit gérée par le politique.
à le fait que la séparation des pouvoirs qui a été efficacement consacrée soit effective et que les peines alternatives, parce que je ne sais pas à quoi me sert un plombier en prison, je ne sais pas à quoi me sert un enseignant en prison, je ne sais pas à quoi me sert un maçon en prison. Il faut appliquer les peines alternatives à l'effet que la solution idéale ne soit plus les règlements de compte où les gens sont mis sous mandat de dépôt provisoire. Voilà ce que je voulais dire pour ce premier jet. Très bien. Alors, Étienne Séfried-Sintat, on a quand même des idéaux qui étaient censés arriver avec cette constitution de 1996. Malheureusement, aujourd'hui, on vient de suivre le discours de Maître Tédissé. On est à l'opposé de ce qui était censé venir avec cette constitution de 96. Oui, pour ne pas revenir sur ce que vient de déclarer mon copanéliste, voyez-vous, cette constitution est une copie collée, légèrement modifiée de la constitution française. Et elle n'est donc pas adaptée à nos réalités au Cameroun. Donc il faut tout de même penser à revenir travailler sur cette constitution de bout en bout. Elle est actuellement copiée sur le modèle français, comme je l'ai dit, et en plus, elle est beaucoup plus accentuée sur la résolution ou bien la protection du régime en place. Ça veut dire qu'on ne touche que certains articles qui arrangent le gouvernement. On a dit que c'est la loi fondamentale. Mais si c'est une loi fondamentale qui peut être modifiée à volonté, c'est-à-dire que modifiée pour servir les intérêts de certains individus, il y a problème. C'est pour ça qu'on ne peut pas se retrouver avec une solution qui peut résoudre le problème de Cameroun ou bien qui puisse être de manière équitable pour l'ensemble des citoyens. Donc on est obligé de faire, comme on le disait dernièrement, la refonte des institutions. Et pour faire la refonte des institutions, il faut quand même passer de constitution. Il faut la revoir de mot à mot, du début jusqu'à la fin, pour voir qu'est-ce qui arrange, qu'est-ce qui convient au peuple camerounais. Donc je pense que c'est ça le véritable problème. On ne peut pas utiliser un document qui est appliqué dans un autre pays, dans certains contextes, et pour des réalités qui ne sont même pas les réalités de notre pays. Je pense que c'est ça le véritable problème. Il faudrait qu'on trouve un moyen de retravailler cette constitution et qu'elle puisse arranger, qu'elle puisse venir de la volonté des citoyens. Vous voyez, quand on est en train de faire des élections municipales législatives, comme depuis plusieurs années, je pense que c'est en 1996 qu'il y a eu une légère volonté de travailler. Très bien. Un peu en 2006, avec la loi numéro 003 de 2006, qui revenait également, je vais revenir sur peut-être le thème du sujet tout à l'heure, qui parle exactement du thème, qui voulait un peu donner les détails de l'application. Mais jusque-là, on se rend compte que toutefois que certains élus essaient de travailler dessus, on trouve un moyen de faire en sorte que la majorité à l'Assemblée soit constituée de membres du parti au pouvoir pour remettre en question tout ce qui peut les mettre en difficulté. C'est ça le véritable problème. Donc, c'est vrai que les Camerounais doivent se battre pour avoir la majorité à l'Assemblée et rentrer, travailler sur cette constitution-là pour qu'elle reflète réellement ce que nous voulons. Très bien. Bonjour à vous sur le plateau. Je suis monsieur Edimo depuis Nkonsamba. Moi, je pense que tous les textes au Cameroun sont copiés. Et il ne s'agit pas que de la loi dont vous parlez, du texte dont vous parlez de 96. Tous les textes et toutes les lois du Cameroun ont été copiés sur le modèle français. Et malheureusement, cela ne convient pas à notre contexte. C'est la raison pour laquelle nous rencontrons beaucoup de problèmes. Et pourtant, Maître Tédissé, on a quand même eu des anciennes versions, notamment celles de 60, 61 et 72. Pour être révisées en 96, on avait l'impression que celle de 96 allait vraiment être celle qui scie au contexte camerounais. Malheureusement, beaucoup d'écrits et demandent même qu'elle soit réformée, vous l'avez dit. Non, en fait, Armel, il faut appréhender le problème non pas seulement de point de vue normatif, mais il faut aussi regarder quel est le contexte et les hommes qui appliquent. Nous sortons d'une crise post-électorale qui a fait des morts, qui a fait des prisonniers, qui a fait des exilés. Et vous avez une institution qui est prévue par la Constitution, le Conseil constitutionnel, qui s'est arc-bouté derrière l'article 137 pour dire qu'elle se contente de recevoir les PV de 109 et 113 du Code électoral. Pourtant, la Constitution du Cameroun précise à son article 48, avec votre permission, que le Conseil constitutionnel veille sur la régularité de l'élection présidentielle, des élections parlementaires et consultations référendaires. Il en proclame les résultats. Veillez sur la régularité. Quand vous observez
est-ce que le processus de désignation de ceux qui sont censés occuper les responsabilités constitutionnelles telles que prévues par cette loi permet aux individus qui accèdent à ces postes de responsabilité d'avoir la liberté? Que non. D'où les réformes fondamentales que nous apportons. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, nous préférons être une fourmi que d'être la cigale. Nous préférons être des abeilles. Il est urgent aujourd'hui, par exemple, on a dit qu'il fallait réformer les tests relatifs au Conseil supérieur de la magistrature. Il fallait également réformer le mécanisme de désignation du président du Conseil consulaire de façon à ce qu'il soit élu par les membres proposés soit par l'Assemblée nationale, le Sénat, le barreau et la société civile. Que ce soit son élection, qu'il soit constaté. Mais lorsque c'est le président de la République qui va le désigner, il lui est redevable. En fait, en termes d'évolution, nous avons plutôt régressé avec la modification qui a eu en 2008. Parce que, voyez-vous, la modification de 2008 a enlevé le verrou de la redevabilité. Vous avez des gens qui ont traîné beaucoup de casseroles dans la gestion des affaires publiques pendant beaucoup d'années et qui ont pensé que le meilleur moyen pour éviter de rendre compte, c'était de dire que leur champion président de leur parti politique est Chogar et que c'est le Messie que Dieu aurait envoyé pour amener le Cameroun vers la terre promise. Vous parlez de cette constitution. Est-ce que normalement, si elle était appliquée de façon fidèle, le président de la République devait être encore président d'un parti politique? Eh bien. Non. Aujourd'hui, nous pensons que, au lieu de venir aboyer sur les airs, apportons des solutions efficaces de façon à ce qu'une institution comme celle de la justice, je travaille à longueur de journée avec les magistrats, et je puis vous dire que quand ces gars ont les coudées franches, ils appliquent de façon sereine la loi. Je crois que c'est même d'ailleurs le dernier cas au Cameroun, que s'ils se cassent, on va entrer dans une zone de non-contrôle. D'où l'urgence de libérer les magistrats, la carrière des magistrats des mains des politiques. Vous ne pouvez pas élire le législatif, vous lisez l'exécutif, et c'est l'exécutif qui vient nommer le judiciaire. Bref, cette constitution de 96, qui était bonne dans l'esprit, avec le verrou de la limitation des mandats, est venu transformer le président de la République, au lieu d'être un serviteur, il est devenu le roi. Et vous verrez que dans l'esprit de la décentralisation que vous évoquez, le président de la République peut dissoudre un conseil régional. Que se passe si le président de la République a un conseil régional issu d'un parti autre que celui du parti au pouvoir? Ça devient un véritable problème. Donc, c'est des réformes qu'il faut sanctuariser la Constitution, faire de toute façon à ce que certaines dispositions de la Constitution ne puissent pas être modifiables pendant 200 ans. En le faisant, vous aurez l'avantage que désormais tout nouveau leader va entrer dans le véhicule comme chauffeur. On peut remplacer le chauffeur, mais le véhicule continue à être authentique et ça va éviter les dérives dans lesquelles nous avons plongé ces dernières années. Et pour chuter à cet effet, je voudrais, avec votre permission, parce que j'ai vu que cette constitution prévoit que le président de la République peut modifier l'organisation territoriale et la création de nouvelles villes. À date, on n'arrive même pas déjà à gérer celle présente. La preuve, c'est que le ministre a rendu coup de cibler les brouettes partout, comme si le problème c'était un problème brouette. Le problème n'est pas un problème de brouette. Le problème fondamental pour faire une digression par rapport à cette constitution, c'est plutôt la gestion des ordures en péréquation avec les populations qui doivent comprendre que dans l'ordure, il y a de l'argent, il y a de l'or, et qu'en conséquence, on arrête de transformer notre société en dépotoir, comme ce qui est en Gombe, comme ce qui est en Kolfoulou, pour produire la nappe phréatique. Donc, la Constitution est bien faite, mais ce sont des hommes qui appliquent, et on a laissé la porte ouverte. Il faut sanctuariser la Constitution, il faut donner un délai de 200 ans. C'est-à-dire que quel que soit celui qui arrive, si les 200 ans ne sont pas arrivés, il est impossible de modifier. Regardez la Constitution américaine. Elle a combien d'années? Combien de siècles? Elle n'a jamais été
touchée. Chez nous, pour arriver à ce niveau, il faudrait vraiment qu'elle respecte ce que voudrait le peuple. Si elle est taillée à la mesure de certains individus et qu'on la maintienne pour 200 ans, on est mort. Non, c'est ça le problème. En fait, des situations, avec votre permission, je pense que pour que cette constitution soit centenaire, Oui. il faut déjà résoudre le problème de manger, de boire, de se soigner, du système éducatif. Parce que, voyez-vous, je voudrais paraphraser le président de la République en 1993, lorsqu'il répondait à Jacques Chirac. Qu'est-ce qu'une démocratie pour un peuple qui meurt de faim? Donc, du coup, vous ne pouvez pas faire que les gens vivent, que les gens vivotent au quotidien et vous voulez leur parler de liberté. C'est un problème. Donc, généralement, on prépare d'abord l'amélioration des conditions de santé, l'amélioration des conditions d'éducation, l'amélioration de l'environnement, l'accès au logement, qui font partie des éléments que la Constitution a prévus dans son préambule, à l'effet que, désormais, ce n'est plus la pensée qui détermine la pensée, mais que ce soit la pensée qui détermine la pensée. Et en le faisant, nous aurons donné à la prospérité quelque chose d'assez fort. Parce que, comme on le dit souvent, our history is singular, but our future is common. And we need to work together to bring it, so as to make sure that the future generation to come must say, one day in this land existed great people. Très bien. Alors, bonjour à vous, bonjour à vos invités. Alors, justement, je suis d'accord avec le panel qui pense que le politique ne devrait pas être associé à certaines institutions parce que je vais paraphraser, c'est Pascal depuis Siméon du côté de Yaoundé qui pense que le politique ne devrait pas être associé à certaines institutions, faute de quoi elles seraient liées. Alors, justement, Monsieur Sintat, on a la révision de 2008 qui renforçait pourtant les libertés fondamentales et surtout le caractère républicain de l'État. Malheureusement, on disait on est en disgrâce, on est en régression totale au Cameroun. Et beaucoup d'experts recommandent justement, je reviens, excusez-moi de changer la constitution totalement. Oui, je venais de le dire tout à l'heure, là, il est vraiment question de faire la réforme de nos institutions. Mais quels sont les articles peut-être qui dérangent? C'est toute la Constitution qui dérange? Ce n'est pas un problème. Il faut rentrer du premier article à la fin, vous allez toujours trouver à dire. Donc on ne peut pas dire que c'est précisément tel article. Avec votre permission, il y a l'article 6, alinéa 2, il y a l'article 15. Il faut sanctuariser les mandats. Vous ne pouvez pas me dire que quelqu'un au stade, parce qu'il a apporté sa super télé, lorsque le match va déjà fini, il confisque le ballon. À date, on ne devait plus avoir ce même parlement, on ne devait plus avoir ce même conseil régional, on ne devait plus avoir ce même conseil municipal. Mais lorsque les mandats arrivaient déjà à expiration, ils se sont rendus compte que le mécontentement était au summum et ils sont allés vite à l'Assemblée nationale pour proroger leur mandat. Donc du coup, il faut faire que plus jamais, quelle que soit la situation, qu'on ne puisse plus proroger les mandats des députés et des conseillers municipaux. Vous voyez donc, s'il faut citer, je vous dis, on va rentrer article par article jusqu'à la fin. Parce qu'à tout moment, on est en train de la manipuler à volonté. Lorsqu'on parle de tel article, à la prochaine législature, on trouve moyen de régler un problème pour le bien du gouvernement. Ça veut dire que les membres du parti au pouvoir qui veulent régler un problème contre certains opposants vont directement à l'Assemblée et adoptent une certaine loi qui puisse les arranger. Donc il est question de revoir la Constitution dans l'ensemble. Mais là, pour qu'elle soit revue dans les bonnes conditions, il faudrait que ceux-là qui sont délaissés, ceux qui sont défavorisés, puissent être parmi les décideurs. Tant que c'est ceux-là, tant que c'est le régime au pouvoir qui manipule cette constitution, on ne pourra pas avoir un consensus. On ne pourra pas trouver quelque chose de meilleur pour le peuple camerounais parce que ceux-là ne servent que leurs intérêts. C'est ça le véritable problème. Donc le problème n'est pas d'un article particulier. Si vous voyez un article particulier, on va le résoudre et après on va le revoir. Et il ne sera pas revu tel que veut la population. C'est ça le véritable problème. Alors on a deux préoccupations de téléspectateurs qui demandent qui est chargé justement de refaire la Constitution. Le président de la République en a l'initiative, le Parlement en a l'initiative également. Et dans cette dynamique, je voudrais indiquer à M. Sintat que ce n'est pas un problème d'un article seulement. Je vais vous prendre un cas simple. Nous sortons d'une crise post-électorale. Je venais de vous lire l'article 42 de la Constitution, combiné avec l'article 137 du Code électoral, 109 et 113.
vous voyez que en libérant la justice sur l'article 38, faisant que le président de la République ne soit plus le président du Conseil supérieur de la magistrature, lorsque ce dernier est élu par les magistrats du premier grade au quatrième grade, hors échelle deuxième groupe, et que le secrétaire général du Conseil est désigné par l'Assemblée générale de l'ordre des avocats, vous pensez qu'à ce niveau, vous aurez encore les moyens d'agir? Vous avez aujourd'hui une constitution, le préambule. Quand vous regardez l'article 65, qui dit que le préambule fait partie de la constitution, le droit à une justice, à la liberté, le préfet peut vous signer un ordre de garde à vue administrative tout de suite. Entre-temps, si vous saisissez au tribunal en habeas corpus sur la base de l'article 584 et suivant du Code de procédure pénale, on vous dira que les audiences d'habeas corpus se tiennent parfois une fois par mois ou 2 fois par mois. Pourtant, immédiatement, une fois que votre requête avait le titre de détention est introduit chez le président, il devra immédiatement convoquer ceux qui vous détiennent et vous entendre en chambre de conseil et rendre une décision. Oui. Or, donc, je vous dis que le nœud gordien, l'architecture, la force d'une constitution, c'est sa justice. Les gens vont me dire, oh, les magistrats montés, vous ne les connaissez pas. C'est des gens qui ont la conscience professionnelle dans l'âme. Peut-être avec des conditions de travail assez difficiles. Et je vous dis que pour également résoudre ce problème efficacement, il y a l'article 66 sur la déclaration des biens. Le ministre est nommé. Il y a même des ministres qui ont dit que si on les enlève du gouvernement maintenant, c'est qu'on a tout perdu. Parce que à partir du moment où vous avez l'article 66, ça fait obligation de la redevabilité. Vous ne pouvez pas quitter de 100 000 à 10 milliards, sauf si vous jouez au TSO ou bien au pari-foot, encore qu'on ne promeut pas ça chez nous. Donc il est urgent aujourd'hui de revoir les mécanismes d'accession à la haute administration publique, économique et politique, et surtout en cassant les pieds à une institution qu'on appelle l'ENAM. Dissolvant l'ENAM, créant une école des professions judiciaires, faisant que pour devenir procureur qu'on ait été avocat pendant 5 ans, pour devenir juge qu'on ait été procureur pendant 10 ans, et donc du coup avoir un juge des libertés, un juge de la mise en état des dossiers, vous verrez que la Constitution n'aura pas de problème, les hommes vont se mettre au pas. Parce que voyez-vous, de la façon que vous arrivez à grimper sur un arbre, détermine quelle est la façon aussi avec laquelle vous allez cueillir les fruits. Si vous avez des examens et concours qui sont publiés par ordre alphabétique et non par ordre de mérite, allez mettre qui vous voulez là-bas, il sera redevable. Vous avez d'ailleurs vu une vidéo qui était devenue virale où un président d'une institution se réjouissait de ce qu'il a fait le bon travail pour le président de ses enfants et le bon travail pour son patron. Donc aujourd'hui, ce sont les hommes qui font la loi. Mais pour que les hommes soient capables de faire une loi efficace, il faut enchaîner, il faut que par la force des choses, les institutions se neutralisent. Et en se neutralisant, vous voyez par exemple, celui qui, après réunion du Conseil supérieur de la magistrature, désigne le premier président de la Cour suprême. Or, à l'évidence, si le premier président de la Cour suprême était élu par les magistrats du premier grade, au quatrième grade, hors échelle deuxième groupe, pour un mandat, par exemple, de 9 ans, non renouvelable, est-ce qu'il aurait la contrainte d'être redevable de quelqu'un? Voilà autant de mesures. Et si j'aimerais la proposition de mon copanéliste, oui, je voudrais indiquer que pour un pays comme le nôtre, qui a un multiculturalisme élevé, avec une pluralité de sensibilités culturelles et d'ethnie, il est urgent d'avoir dans la Constitution une institution de médiateur indépendant de la République, qui soit au-dessus de tout le monde. Parce que, voyez-vous, ces problèmes d'arrestation arbitraire, d'interpellation, des gens qui ne peuvent pas avoir accès aux soins médicaux pour des raisons que certains maîtrisent seuls, ferait qu'au lieu que ce soit le ministre Atanganji qui soit obligé d'aller donner les brouettes, interpeller X ou Y pour la poubelle, le médiateur de la République pourrait interpeller efficacement et sanctionner
responsables concernés. Ça marche dans d'autres pays. Le médiateur de la République a ses représentations dans tout le pays. Lui, il ne dépend de personne et ça permet que la société est régulée. Dans nos traditions, dans nos villages, avant que l'administration coloniale ne vienne démonter, il y avait des personnalités comme le Sango, qui est le juge de la tribu et dont la sanction était irrévocable. Donc voilà un peu ce que je peux dire à cet effet pour que nous puissions rester en droit de ligne par rapport à la thématique relative à la Constitution de 1996 qui a été constipée en 2008 avec la modification qui a levé le verrou du mandat. Très bien. Et après justement 30 ans d'usage, certains experts songent à une révision de cette constitution pour s'arrimer à l'ère du temps. On va suivre cet élément qu'on nous propose Jean-Marie Onombélé et on se retrouve juste après. Promulguée le 18 janvier 1996, la Constitution qui devait mettre en place des institutions démocratiques, instaurer la décentralisation et garantir les libertés fondamentales doit connaître une révision de l'avis des experts. C'est la règle qui régit l'organisation politico-administrative d'un pays, quel que soit le domaine. Dans cette logique, pour qu'elle soit efficace et efficiente, son seul respect ne suffirait pas. Il faudrait qu'elle soit tributaire de l'environnement politico-administratif de chaque pays. C'est-à-dire la Constitution est calquée aux réalités d'un État. Parce qu'un État est dynamique, la Constitution ne peut pas être figée. Elle doit être évolutive, évolutionniste et non statique et non stable parce que la société évolue. Il y a lieu d'adapter la constitution camerounaise parce que 30 ans après, les choses ont évolué, la société n'est plus la même et les mentalités ne sont plus les mêmes. Certains points doivent absolument être touchés. On doit la toucher pour, par exemple, revoir les points tels que le point sur la double nationalité qui est aujourd'hui incontournable d'un point de vue, n'est-ce pas, économique. On peut également toucher cette constitution pour toucher le point sur la majorité électorale. Aujourd'hui, la jeunesse camerounaise, la population camerounaise est constituée à 65% de la jeunesse et cette jeunesse est constituée de moins de 25 ans. On peut également toucher le point sur la forme de l'État qui reste aujourd'hui querellée et querellable. On voit bel et bien que les populations locales ont soif, n'est-ce pas, de la gouvernance sur le plan local. Il est donc question qu'on retouche cette constitution pour voir la forme de l'État. Un virage s'impose selon les experts. On doit toucher la constitution davantage camerounaise pour annuler radicalement ce qu'on appelle les lois d'application, les décrets d'application. Le Cameroun est le seul pays où le décret qui est sur le plan, n'est-ce pas, institutionnel inférieur à la Constitution vient bloquer l'application de la Constitution. La Constitution dit une chose et parce qu'il n'y a pas la loi d'application, alors la Constitution n'est pas appliquée. C'est une aberration juridique qui, à mon avis, il faut totalement, n'est-ce pas, supprimer. Cette année 2026, on célèbre les 30 ans de cette Constitution qui a structuré le Cameroun moderne avec ses avancées et les débats qu'elle continue de susciter sur l'équilibre des pouvoirs et la démocratie. Alors, Monsieur Sintat, on va aller un peu rapidement puisqu'on a plus de temps pour ce sujet. Moi, j'ai retenu deux principaux mots. On a parlé de la décentralisation et la démocratisation un peu plus poussée. Analyse justement. Oui, on parle de décentralisation. Ce sont les mots qui restent encore dans le dictionnaire ou bien dans certains documents. La décentralisation, vous voyez jusqu'à présent à quel niveau on est au niveau de l'évolution du processus. Tout est encore centralisé. Donc, au niveau de nos collectivités locales, s'il faut ne parler que de cela. Chaque fois que vous rencontrez un maire, il va vous dire qu'il dépend encore de la hiérarchie. Soit le maire attend quelque chose du super maire, soit c'est le super maire qui attend quelque chose du ministère des Finances. Donc, cette décentralisation n'est vraiment pas... Je pense qu'à l'allure où vont les choses, on aura encore au moins pour 100 ans pour atteindre peut-être... Je ne crois pas. Même les 100 ans là seront insuffisants pour pouvoir atteindre le niveau
le niveau normal voulu par ceux-là qui ont rédigé cette constitution. À ça, à date, nous devrions être au niveau de la décentralisation complète, c'est-à-dire au niveau des mairies, par exemple, on devait avoir un travail. Il a évoqué tout à l'heure le problème du ministre de l'administration territoriale qui doit envoyer les pelles à un maire. Est-ce que ça s'explique? Ça n'a pas de sens. Or, le maire devait gérer sa collectivité depuis combien d'années est-ce qu'on parle de décentralisation au Cameroun? Ça ne devrait plus être à l'ordre du jour actuellement. Il y a le système éducatif. On devait avoir une éducation locale. C'est-à-dire qu'on ne devait plus attendre qu'un enseignant soit affecté de l'extrême nord pour Douala, qu'on enlève un instituteur à Douala pour l'envoyer à Baganté. Ça devait être une activité locale au niveau de la mairie de la mairie de la ville. C'est la mairie de la ville qui devait avoir une fonction publique locale. C'est-à-dire que les instituteurs, par exemple, certains fonctionnaires devaient être directement en train de dépendre de la collectivité locale. Mais on se retrouve au niveau où tout dépend encore de Yaoundé. Donc, vraiment, on ne peut pas parler de décentralisation à nos jours, à ce jour-ci. C'est pas effectif. Alors, Maître Dédi, c'est au-delà des avancées, on a quand même des réformes inachevées. Cela a été dit. On a également la question de savoir, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut faire justement pour arrimer les textes qui existent? Est-ce qu'il faut dissocier justement le politique de l'État? C'est des questions également qui sont arrivées. Non, en fait, Armel, je ne suis pas de ceux... Le PCPDC n'est pas de ceux qui pensent que ça va encore atteindre 100 ans. Le problème, c'est que les mairies sont pour la plupart du temps occupées par les retraités. La mairie n'est pas la case de passage des retraités. Vous ne pouvez pas aller rouler votre bosse, foirer partout, et à la fin, vos copains, vos coquins viennent vous déverser dans une mairie qui a besoin des gens qui pensent. Et je puis vous dire, par exemple, que avec le PCPDC, vous n'attendrez pas le transfert de crédit, ce n'est même pas nécessaire. On parle de la question de décentralisation, évoquons la préoccupation relative à la poubelle. Nous avons aujourd'hui, Douala produit 4000 tonnes de poubelles par jour. Yaoundé, pratiquement 3000. Tout le Cameroun, 6 millions de tonnes environ. En achetant la poubelle à 1000 francs la tonne, vous êtes à 6 milliards. Les poubelles sont séquencées depuis les maisons, c'est-à-dire que dégradables, non dégradables et recyclables. Transformées en compost après avoir séché, broyé, empoté, c'est de l'argent qui entre dans les caisses des mairies avec la création de beaucoup d'emplois. Je prends notre cas simple. Vous avez aujourd'hui la mairie de Douala 5e, pour ce qui concerne Douala, la mairie de Douala 4e, qui sont voisines. Pourquoi le maire de Douala 5e, Douala 4e, et Yabassi ne peuvent pas s'entendre pour draguer le fleuve, vous risquez de rejoindre l'Oncam et créer un transport fluvial pour relier la zone de Bangé et celle de Bonamatumbe. Pourquoi le conseil régional du littoral, du centre, de l'Est et de l'Ouest ne peuvent pas s'associer pour enlever M. Fondinam de la prison et venir draguer la Sanaga, le Mbam, le Noun, faire des écluses avec des engins amphibies, de façon à ce qu'on puisse créer un port fluvial à Bafoussam. Parce qu'on aura dragué le fleuve, faire des écluses. Vous savez, donnez-nous la responsabilité du pays et vous rendrez à l'évidence qu'en réalité, on n'a même pas besoin de crédit. Est-ce que les mairies du Cameroun savent qu'aujourd'hui, la mairie doit créer des richesses et non pas être mendiante? Une mairie peut créer une entreprise de transport interurbain, une mairie peut créer des entreprises hôtelières, une mairie peut investir dans l'éducation, la formation des techniciens pour... Une mairie peut faire dans l'agro-pastoral. Oui, sauf que là, vous parlez de défaillance dans la gestion des mairies. Et là, je pense que le problème évoqué là était au niveau de la décentralisation. Ça veut dire que le transfert de compétences. Est-ce que ça concerne également les mairies, M. Sita? Oui, je suis d'accord. Je dis, est-ce que le transfert de compétences est effectif entre l'administration centrale et les différentes mairies? Je pense que c'est ça le problème qui est évoqué.
avec votre permission, est-ce qu'on a besoin d'un transfert de compétences pour que la mairie de ville comprenne que en recyclant les ordures, on n'attend plus l'argent du Premier ministère qu'on pas déranger tous les jours des réunions et des séminaires. En recyclant les ordures, ça donne de l'argent. Est-ce qu'on a besoin de la présence des transferts de compétences pour comprendre que l'utilisation des pesticides pollue les nappes phréatiques et amenuise la nappe phréatique avec des menaces de triangulation et d'affaissement des sols? Le problème de fond, c'est que je vous ai dit que ça ne réside pas au niveau du transfert de compétences, ça réside au niveau du fait que la plupart des mairies sont des cases de passage des anciens retraités. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça, c'est au niveau, je dis encore, c'est au niveau de la gestion propre des ressources de la mairie. Mais le problème évoqué ici, c'était au niveau de la décentralisation, l'effectivité de la décentralisation. Je pense que c'est les deux mots que j'ai retenus voilà, du reportage de Jean-Marie Lambélé tout à l'heure. L'effectivité de la décentralisation au Cameroun. Donc, il faut maintenant questionner l'efficacité de cette décentralisation. Est-ce qu'elle est effective? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Elle est effective. Parce que, voyez-vous, par exemple, elle devrait même encore aller beaucoup plus loin. Nous ne savons pas pourquoi il doit y avoir un président du conseil régional et un gouverneur. Très bien. Voilà. C'est des charges qui ne nous servent à rien. J'ai appris l'autre jour qu'on a eu le lancement du budget. Et on a invité beaucoup de personnes. Vous m'invitez à venir à une cérémonie pour le lancement du lancement du budget pour votre carburant, pour vos différents fonctionnements, lorsqu'on est pratiquement à 70% pour le fonctionnement. Bref, pour que nous puissions rester dans cet esprit de décentralisation, il est urgent que notre constitution et nos différents textes fassent du Cameroun un grenier. Parce que voyez-vous, un peuple qui n'a pas de grenier, c'est un peuple de cigales et qui est exposé à des situations telles que celles que le deuxième thème va indiquer. Très bien, il faudrait déjà qu'on y arrive. Alors, bonjour à tout le panel. Le problème n'est pas la Constitution, mais les hommes qui sont en charge de la mettre en place. Dans cette même Constitution, tout n'est pas mis en place à l'instar du poste de vice-président. Et j'en passe, c'est Issa depuis Bonapriso qui envoie ce message. Bonjour et à votre panel, je pense qu'on ne saurait parler de Constitution s'il n'y a pas le respect du décret d'application des lois. Exemple, la loi 66. Celle-ci n'a jamais été appliquée. Article 66. Oui, c'est peut-être ce qu'il veut dire. C'est Gatien depuis Douala. C'est vraiment dommage pour notre pays. Il y a quelqu'un qui parle d'une véritable séance d'hypnose vécue par le Cameroun aujourd'hui. Bonjour à vous en studio. Je suis Joe Fidèle depuis Douala PK21. Pour ma part, la Constitution de 96 était adaptée à la réalité sociale camerounaise. Avec cette envie de fraternité, d'unité, de patriotisme et de transition, aujourd'hui, après sa modification, l'on s'en va dans un cercle de la redevabilité. Je te nomme, tu me soutiens, c'est pourquoi ils ne vont pas en retraite et tuent les jeunes. Alors justement, aujourd'hui, quelqu'un posait également la question de savoir s'il y a opportunité. Aujourd'hui, on a suivi le discours du président de la République qui datait du 6 novembre 2025, son discours d'investiture. Le président Paul Biya soulignait la nécessité de renforcer les institutions démocratiques et justement d'accélérer la décentralisation, adapter l'action publique aux réalités du pays, notamment en matière d'emploi, jeunes, de développement économique et de cohésion sociale, tout en appelant à l'unité. On a l'impression qu'il n'y a justement pas cette urgence de parler, de revenir sur ce texte de 96 qui pourtant pose problème aujourd'hui. Bon, il y a urgence de résoudre ce qu'on a. Vous savez, il ne faut pas être de ceux qui pensent qu'avant vous, il n'y avait rien. Avant vous, il y avait quelque chose. Pendant vous, il y a et après vous, il y aura. Vous avez parlé de la question d'emploi jeune. Armel, est-ce que vous pensez qu'à date, les Camerounais ont vraiment besoin d'être des éternels commandeurs? Non. Il y a un moteur central qui est la clé angulaire pour la création d'emplois. C'est le système éducatif. Je vous ai dit tout à l'heure que quand on parle de décentralisation, c'est une attitude dans l'altitude. Rapidement. Oui, c'est une attitude dans l'attitude. Et pour chuter là-dessus, vous avez aujourd'hui des gens qui pensent que le meilleur moyen d'exister, c'est de siphonner les caisses publiques, d'attendre le transfert d'argent. Est-ce qu'une mairie a besoin du transfert de compétences pour réhabiliter l'aérodrome?
D'ailleurs, le directeur général de Sodecao a fait un pont dans le sud. Est-ce qu'il a eu besoin de transfert de compétences pour aller faire ce pont? Et il l'a fait avec l'expertise propre, sans attendre vos affaires de maturation, des budgets, c'est monté, c'est descendu. Il est question que chacun à son niveau. Moi, j'aime... il y a un petit insecte que j'apprécie beaucoup, qu'on appelle l'abeille. Faisons comme dans la ruche. Que la reine ponde ses œufs, que le mâle fait ce qu'il a à faire, que les butineurs butinent, que les soldats fassent... Bref, que tout le monde se mette à son poste. Et qu'on évite les promotions au faciès. Parce que cette promotion au faciès, cette promotion de copains et de coquins, crée une certaine redevabilité boiteuse qui fait que le gars pense qu'il est redevable à ceux qui l'ont promu et non pas à ceux qu'il est censé servir. Très bien. Alors, depuis le 1er janvier 2026, la société transatlantique DSA a l'exclusivité du scanning de l'ensemble des marchandises conteneurs cargaison au port autonome de Douala. C'est une mesure qui vise l'inspection systématique, bien que le sujet suscite des débats entre le ministère des Finances et la direction du port autonome. On en vient donc à ce bras de fer qui a été remporté justement entre le port autonome de Douala et le ministère des Finances, M. Sintat. Oui, on est habitué tous ces derniers temps avec un conflit entre nos dirigeants, avec les élites camerounaises. C'est un nouveau, ou peut-être le plus récent des conflits qui a existé entre, je ne sais pas si c'est bien terminé, je ne sais pas si le ministre des Finances a baissé les bras, on ne sait jamais, peut-être d'ici quelques jours il va encore sortir un courrier. On a vu ce jeu de ping-pong entre le directeur du port autonome de Douala et le ministre des Finances. Il se trouve que SGS avait un contrat, si je me rappelle bien, de 10 ans, de 2015 à 2025. Donc, d'après les informations que j'ai pu avoir, le contrat est arrivé à expiration en 2025. Le directeur du port a donc trouvé l'occasion pour lancer un appel à candidature et a décidé d'attribuer le marché à Transatlantique. Donc, la particularité, d'après ce que j'ai lu du contrat avec Transatlantique, c'est que c'est un contrat désormais de 25 ans. Et c'est à peu près comme on le dit souvent au quartier, en condition vente. C'est-à-dire, pendant les 25 ans, vous mettez en place le système, le scanner. Vous installez le scanner et vous faites le scanning pendant toute la période là. En même temps, on est en train d'acheter. Ça veut dire qu'au bout de 25 ans, c'est supposé revenir à l'État camerounais. C'est le BOT. Voilà, oui, exactement. Très bien. Alors, donc, ce qui fait donc que le ministre, ne sait pas ce qui l'intéresse encore avec SGS, a décidé d'annuler le contrat que le directeur du port autonome avait déjà conclu. Sauf que le directeur du port autonome, comme il est aussi vraiment rigoureux, il maintient sa pression. On s'est retrouvé dans un conflit qui n'avait pas de sens. D'aucuns ont pensé que c'était un peu comme entre l'Africafoot, le MINSEP, où une association était en train de faire débat avec le ministre. Cette fois-ci, c'était un directeur, et pas des moindres, du port autonome, qui était en conflit avec le ministre des Finances. Mais quand on essaie de revoir le problème de fond en comble, on se rend compte que le directeur du port a quand même il privilégie l'intérêt national. Parce qu'il y a aussi un problème de sécurité. Quand je revois bien, il y a un problème de sécurité nationale qui était aussi mis en jeu depuis. Ici, le nouveau scanner scanne non seulement les conteneurs, mais scanne tous les produits importés ou exportés. On s'est rendu compte à un moment donné ici que les produits entraient ici et après on les retrouvait peut-être dans la Damawa où c'était les armes arrêtées à la Damawa, mais on disait qu'on ne sait pas comment on a fait pour que ça retrouve là. Bon, c'est passé au niveau du port autonome. Ça a été scanné régulièrement. Bon, peut-être c'était parmi les produits qui ne doivent pas passer au scan.
mais on retrouvait quand même certaines marchandises ou bien certains produits sur le territoire qui n'étaient pas... Moi, je pense qu'en mentionnant le fait que tous les produits, tout ce qui passe dans les bateaux là doit être bien scanné et qu'on identifie tout ce qui est là. Je pense que c'est une grande amélioration pour nous. Et de deux, avec le transfert de compétences, comme on le souhaite régulièrement, oui. Il faudrait plus qu'on soit au niveau où on prend un contrat permanent avec une entreprise, alors que c'est des choses que nous pouvons acheter. Nous pouvons acheter un appareil, quelle que soit sa valeur, mais il faudrait qu'on achète et on demande de former les Camerounais à son utilisation. Très bien. Alors justement, depuis le 2 janvier 2026, Transatlantique qui remplace SGS, on l'a dit, a lancé les opérations de scanning. Qui dit scanning dit renforcement de la sécurité territoriale du Cameroun quand même. Non, c'est pas seulement territorial, international. Et je voudrais aller plus loin. Déjà, félicitations, monsieur le directeur général du PAD et félicitations au secrétaire général de la présidence oblique. Parce que s'il avait cédé là-dessus, il nous aurait eu à dos. On est fatigué des gens qui pensent qu'ils vont prendre le feu pour venir brûler nos maisons. Vous avez aujourd'hui, dans cette dynamique, parce que je fais une vue transversale, vous avez aujourd'hui, dans le nord-ouest et le sud-ouest, une crise sécuritaire. Dans notre flanc extrême nord, une crise sécuritaire. Et ces entreprises multinationales du désordre, dont je ne vais pas faire la publicité inutile sur vos antennes, sont responsables du scan, à l'empotage, à l'embarquement et au débarquement. Et il faudra que le directeur général du port autonome aille plus loin, que ceux des Kribi, les aéroports et tout cela, que cela revienne au Cameroun. Et c'est une incongruité particulière. Je ne sais pas pourquoi vous avez un corps paramilitaire comme celui de la douane, qui ne dépend pas de notre état-major général des armées, qui dépend du ministère des Finances. Vous avez quelqu'un qui met son beau costume, qui reçoit les honneurs militaires de tous les classes. Il dépend du ministère des Finances. Dépend du ministère des Finances. C'est un problème. Il faut que la douane revienne au ministère de la Défense. Très bien. Et vous allez vous rendre à l'évidence que le concubinage incestueux qui existe entre certains douaniers et certains hommes d'affaires, il a évoqué des cargaisons tout à l'heure. On est dans une sous-région poudrière où les uns les autres, par souci de gain d'argent, préfèrent sacrifier l'avenir des milliers de personnes. Il faudra que le directeur général du port autonome, les aéroports du Cameroun et tout le reste envoient des équipes de transatlantique en poste avancé dans le processus d'abord de production, d'empotage, d'emballage de ces produits avant que les conteneurs prennent même la route. La route, très bien. Parce que le commerce extérieur du Cameroun prend un coup. Vous avez des gens qui vont envoyer des cargaisons en plus et sous-déclarées pour payer le moins de taxes parce que les matabiches sont passés de gauche à droite. Amel, c'est un problème de sécurité nationale. Nous, au PCPDC, nous pensons qu'il faut changer notre doctrine militaire pour entrer dans la doctrine de la guerre préventive. Il faudra que nous allions plus loin. Et tout ceci réside au niveau de notre système éducatif. Vous ne pouvez pas avoir un pays qui, en termes de maritimité, a une côte pratiquement de 550 km partant de Campo à Konotiti, avec des îlots, où c'est la cour du roi Péto. Et j'insiste là-dessus. Ayons la maîtrise de notre dispositif de contrôle, ayons la maîtrise de notre chantier naval, pour que les bateaux poubelles qui viennent obtenir matriculation pour battre pavillon camerounais et qu'on a raisonné dans certains eaux avec des cargaisons où des mauvaises langues, des mauvaises influences ont commencé à nous qualifier de narco-État parce que les gens s'amusent avec notre sécurité. Il faut qu'on aille plus loin, que Transatlantique ait des équipes de scan au port, des équipes de scan dans les bouées, et que Transatlantique envoie des équipes en poste avancé dans tous les ports du monde entier où les cargaisons sont embarquées à destination du Cameroun. Très bien. Tout à fait. Et sur ce point particulier, il faut que nous comprenions que le dispositif de guerre cybernétique
que nous appelons de tous nos voeux, même si les gens sont partis acheter les serveurs pour faire le bruit habituel, alors qu'on n'arrive pas à atteindre le véritable résultat, soit mis sur pied, à l'effet que nous puissions efficacement scanner le dispositif de transmission et de communication dans les zones chrysogènes pour amener sereinement la paix. Donc, ce travail doit s'accentuer en s'accélérant. Et pour chuter là-dessus, il faudra que le Cameroun ne se limite pas à contrôler ce qui entre et qui sort, mais que le Cameroun engage, du point de vue stratégique, dans ce monde qui est devenu pratiquement fou avec les Donald Trump, que notre industrie sidérurgique et métallurgique entre en action pour que même les armes ne soient plus en train d'importer. Nous sommes un grand pays. Et je ne vais pas vous faire le dessin, mais je vous dis que le niveau de patriotisme de la jeune génération qui arrive, ceux qui se sont amusés par le passé, ça va s'arrêter. Et il faut que nous soyons indépendants efficacement. On a commencé avec le port autonome de Douala. Ça doit s'étendre. Il faut également rapidement engager la question monétaire par rapport à cette affaire du franc CFA. Il faut également rapidement arrêter d'être le shopping des multinationales en arrêtant d'être un pays d'importation. Pourtant, on est doté d'un potentiel hydrographique avec des terres arables en un point fini. Voilà ce que je peux dire à cet effet. Alors, je reviens, je suis Pascal depuis Siméon. Vraiment, je salue les thèmes de ce dimanche. Merci à vos panélistes qui sont là et qui nous éclairent. Alors, sur ce sujet, j'ai quand même essayé de fouiller. Je me suis rendu compte que l'ancien système faisait courir. On a l'impression qu'il était à un bout, justement, du port autonome et les opérations se faisaient de l'autre côté. Justement, on parle de gain de temps, M. Sintat. Mais on a l'impression qu'au plus haut niveau, on n'a pas pris en compte les nombreux avantages, justement, que Transatlantique ramenait, justement, avec ce scan qui se trouve tout près des opérations. On n'a plus à perdre du temps pour aller d'un point à l'autre. Oui, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que je ne sais pas pour quel intérêt le ministre des Finances insistait avec SGS. Parce que tout porte à croire que la nouvelle entreprise a élargi le champ d'action, le champ d'activité. Ce n'est plus un seul point où il fallait tout ramener. Et c'est la raison pour laquelle on s'est contenté de ne scanner que les conteneurs. Beaucoup de produits passaient sans contrôle. Et c'est pourquoi qu'on retrouvait toutes sortes de marchandises là dehors, des drogues par-ci, les armes, comme je l'ai dit tout à l'heure, par-là. Mais actuellement, on doit féliciter le fait que tout doit être sous contrôle, que tout soit scanné de manière efficace. De manière efficace pour que l'on ne retrouve plus les produits non voulus, non souhaités sur l'étendue du territoire. Surtout que, comme l'évoquait le co-panéliste tout à l'heure, ce n'est pas seulement pour notre État. Le port de Douala est l'entrée de l'Afrique centrale. Donc, si ça traverse derrière le Cameroun, ça veut dire que ça se trouve au Tchad et partout ailleurs, là-bas, là où ça peut en Centrafrique, partout, peut-être ça ne s'était pas souhaité. Le président centrafricain compte sur nous, sur le travail qui est fait au port de Douala. Si c'est mal fait, lui-même il est en insécurité, il est en danger de son côté. Ça veut dire que tous les produits nous traversent ici, ça va créer des dangers dans d'autres nations voisines. C'est un véritable problème. Donc on doit remercier, on doit vraiment encourager et donner d'autres propositions, comme l'évoquait mon compatriote, ça veut dire demander même que le contrôle puisse encore s'étendre à d'autres niveaux. Non seulement au niveau de ce port, mais qu'on fasse un contrôle préalable avant même d'arriver au niveau du scanning à Douala, mais qu'on le commence ailleurs. Ça va faire en sorte que les Camerounais qui sont habitués à la facilité, à toute la magouille que nous connaissons, vont commencer à comprendre que il faudrait que j'échappe d'abord à tel niveau et il y a encore un obstacle à tel endroit. Quand on voit toutes ces barrières-là, ça effraie et puis ça fait en sorte que ceux qui sont champions de ces histoires-là baissent carrément les bras. Très bien. Malheureusement, chers téléspectateurs, nous ne prenons pas d'appels, nous ne prenons que des messages WhatsApp, c'est affiché à l'écran. Alors, on va quand même parler des performances opérationnelles de Transatlantique, justement, qui ont été enregistrées dès les premiers jours ou les premières heures de sa mise en service. On parle de 2856 conteneurs qui ont été scannés pour 2455 inspections pleinement validées. On a l'impression justement qu'on avance à grands pas. Et on a ce téléspectateur qui disait justement que vous avez raison, il faudrait que toutes les institutions s'arriment au modernisme pour que le Cameroun devienne justement un État
comme cela doit être. Ahmed, je ne voudrais pas essentialiser les performances. Je veux les généraliser parce qu'en essentialisant les performances, vous risquez de stigmatiser certaines personnes. Je voudrais vous indiquer avec beaucoup d'emphase que vous avez les multinationales de l'agroalimentaire qui, par exemple, ont des concessions domaniales qui sont parfois supérieures à ce que le décret leur a concédé et qui produisent plus, mais déclarent moins et payent nos compatriotes les 45-25 000 le mois. Je vous dis que Transatlantique, dans cette dynamique, doit, en poste avancé, être dans le processus de production, parce que l'inspection a 4 niveaux. Et donc, du coup, le dispositif de scanner auquel vous faites allusion doit également rapidement entrer dans la dynamique de pont bascule. Bien. Pour que désormais, nous ne soyons plus embouteillés à aider à Nemoyos ou à Garamboulaye, parce qu'il y a des gens qui essaient de créer l'embouteillage pour faire passer ce qui les arrange. Vous avez dernièrement des gens qui ont exporté pratiquement 15 tonnes d'or. Je respecte les aînés, mais je dis que quand un aîné ne peut plus comprendre que ça l'a dépassé, c'est un véritable problème. Il est urgent aujourd'hui d'aller plus loin. Faire que certaines entreprises chinoises qui importent également du matériel pour les travaux de route, mais qui, à l'observation, finissent par se retrouver plutôt avec le matériel d'exploitation d'or et de diamants. Vraiment, Muriel, votre plateau, c'est un plateau didactique, éducatif. Prenons la mesure de la situation à l'effet que tous ces multinationales du désordre qui viennent chez nous, entreprises vietnamiennes, qui font dans la foresterie également, qui nous pillent à longueur de journée et qui créent la chaleur déjà avec mes oncles Baka Pygmée, qui commencent à sentir la chaleur parce que la forêt n'est plus disponible. Que les inspections soient faites pour que les quantités réelles qui sont exportées soient des quantités réelles qui sont déclarées. Et vous avez parlé de la Centrafrique tout à l'heure. Je voudrais demander aux responsables centrafricains d'abandonner leur projet du port sur le Bangui, parce que nous allons draguer par exemple la Sanaga de façon à créer un port fluvial à Belabo pour les faciliter la tâche. Draguer la KDI et la Sanga, faire des écluses. Il y a des Camerounais qui nous regardent et qui vont dire, oh, mais les gens aussi, tout se conçoit, tout se crée. Et c'est l'école qui est à la source. D'où le fait que le port autonome, le port de Kribi également, doit envoyer des missions d'inspection avancées sur le chantier de Mbalam. Parce que vous ne pouvez pas être un pays qui aspire à l'émergence 2035, parce que nous ne sommes pas de ceux qui pensent qu'avant nous, il n'y avait rien. Vouloir exporter le minerai de fer et autres, et rester chez vous, attendre que les gens viennent vous construire des écoles de Mamadou et Bineta où on chante à longueur de journée sans possibilité de créer des emplois. Nous devons aller plus loin. Et je vous ai rassuré que dans le travail que nous effectuons avec nos différents responsables du parti et les conseillers y afférents, que ceux qui pensent que le Cameroun c'est la sous-préfecture ou la cour de roi Pecto sachent que la nouvelle génération qui arrive est une génération où Miobé plus. Il va falloir engager des mesures comme ça pour sortir cette affaire de France et arrêter d'être des importateurs. Parce que, Amel, imaginez-vous qu'une cargaison de sel qui arrive avec la drogue là-dedans, on a décidé de scanner à quelqu'un d'autre. C'est un problème. Imaginez-vous, j'ai eu l'occasion de partir à Cap Cameroun. Vous avez des chalutiers chinois avec la complicité de certaines entreprises du Cameroun qui pêchent du poisson dans les autres territoires du Cameroun, qui vont en haute mer séquencer et qui reviennent faire comme si le poisson était importé de Chine, importé, je ne sais pas moi d'où. Or, si le transatlantique qui est arrivé a des moyens du point de vue naval, si notre industrie du chantier naval, à partir de la continentalité et la maritimité, engage le développement de véritables navires conséquents, je crois que le Cameroun serait véritablement le pilier de l'Afrique centrale et de l'Afrique. Très bien. Malheureusement, le temps est presque
achevé. Alors, justement, bonjour Armel, bonjour à votre panel. Je pense justement que ce monsieur Cyrus Ngo devrait être décoré parce que c'est ça qu'on appelle remettre le Cameroun aux Camerounais. Et je pense que le président, justement, l'a fait savoir, mais beaucoup de Camerounais n'ont pas compris qu'on passe à l'action en cette année 2026. Et pourtant, justement, on avait, malgré la décision du port autonome d'avoir le nouvel opérateur, on a des gens qui continuaient à traiter ou à sous-traiter avec l'ancien SGS qui est parti. Oui, c'est justement le conséquent des bras de fer. Vous voyez que... On posait la question de savoir qui fait quoi. Voilà, qui doit faire quoi, qui doit faire quoi. Tant que nous sommes encore sur pilotage automatique dans notre République, ça veut dire que c'est chaque ministre qui est patron, qui est président de la République, c'est chaque directeur qui est président de la République à tous les niveaux. Personne ne sait quelle est sa hiérarchie, qui doit décider au dernier ressort. Vous trouvez que le directeur, en réalité, c'est un bras de fer que le ministre devrait en principe gagner. Mais à la fin, le président, mais je pense qu'il n'a pas aussi été, je ne sais pas quel terme utiliser. Il n'a pas été fin. Il n'a pas été fin. Parce qu'en réalité, il devrait rappeler le ministre des Finances. Lui dire, écris toi-même une lettre pour dire que, ok, on laisse le Transatlantique gérer la situation. Bon, au lieu de prendre une décision comme ça, il a balancé devant tous les Camerounais pour montrer que le ministre des Finances, peut-être selon moi, ne vaut rien. On ne peut pas le faire. C'est inadmissible ce qui s'est passé. Le ministre des Finances ne peut pas être en conflit avec le directeur. C'est un peu comme le problème FECAFOOT et MINSEP. Quand on un beau matin, on dit non, Eto, vous avez le libre choix de faire tout ce que vous faites là-bas. Ce n'est pas normal. Il faut appeler la hiérarchie et lui donner les directives. Lui dire, ok, voilà ce que nous pensons, ce que tu es en train de vouloir faire, c'est bien, mais ça ne convient pas à l'orientation que moi, le président de la République, veut donner au pays. Je pense que c'est mieux de faire selon ce que l'autre pense. Et que cela revienne lui-même dire que, bon, je pense que, bon, ok, allons-y, selon ce que tu as prévu. Ce n'était pas normal, c'était vraiment, moi, je n'ai pas aimé. Même si le directeur Ngo avait raison, ou il avait une très bonne intention, mais il ne fallait pas le présenter comme ça sur la scène nationale et internationale. Pour moi, je n'ai pas apprécié. Très bien. Alors maître, on sort justement de cette émission et on sort justement avec la renationalisation, une nationalisation véritable du Cameroun par les Camerounais. Non, en fait, je ne voudrais pas appréhender le problème sous la forme de renationalisation. Le Cameroun n'est pas le shopping des multinationales du désordre. Et il faudra que tous ceux qui sont les proxys du désordre à l'international sachent que une nouvelle équipe arrive. Une nouvelle équipe gouvernementale, une nouvelle équipe d'élite politique. Et que le peuple camerounais qui nous écoute sache que quand on lave l'enfant, il faut son ventre. Vous ne pouvez pas rester croiser vos bras chez vous, attendre que les leaders des partis politiques soient en train de faire tout à votre place. Invest your chef. Et je voudrais dire à mon aîné que nous ne vous encombrons pas des gens qui ne comprennent pas des choses. Vous allez reprocher au ministre d'avoir réagi. Depuis quand a eu le dernier conseil ministériel. Donc, du coup, il faut que les Camerounais comprennent qu'aujourd'hui, allons nous inscrire, votons, rien n'est fait. C'est en votant, c'est en participant qu'on contribue à améliorer. Je voudrais saluer le département de la Haute-Sanaga et les efforts que le chef d'agence Camwater fait pour que nous ayons de l'eau malgré le fait qu'il y ait des coupures d'électricité permanentes. Monsieur Haïssi. Très bien. Merci à vous, messieurs, d'avoir répondu présent à cette invitation de Dash Télévision, Dash Média. Merci à vous également, mesdames, messieurs, d'avoir été avec nous tout au long de ce programme. On se dit à dimanche prochain.